Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous écouter. Je vous rappelle que ce soir, on va parler un débat sur le rôle des médias dans la couverture médiatique de l'environnement, surtout la COP 21. Et nous sommes avec Caroline Vulmen, directrice des opérations de l'AFH, la Fondation Hirondelle. Également Louis Mayou, qui est journaliste et également président du Club de l'information africaine. Alors bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Alors, on va commencer par Monsieur Louis Mayou. Quel est le rôle des médias dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du climat? Si on considère que l'information est un bien public, les médias, comme les journalistes, participent d'un service public qui est celui d'informer la population. Et je crois que sur la thématique aussi bien de la politique, de l'économie ou de l'environnement, les médias sont dans leur rôle quand ils rendent ce service public en informant justement la population des enjeux liés au climat, liés à l'environnement dans lequel ils vivent. Donc pour moi, c'est pas indissociable de la mission fondamentale d'un journaliste ou d'un média que de parler du climat. Alors, Madame Caroline Vulmen, qu'est-ce que les médias peuvent apporter dans la lutte contre le changement climatique? Alors, il y a plusieurs niveaux. En tant que médias, comme on vient de le dire, ils peuvent permettre aux populations d'avoir une voix, d'être entendues et de comprendre quels sont les enjeux, ce qui est à prendre en compte pour s'adapter. Et après, comme toute entreprise et toute institution, ils peuvent avoir des comportements qui favorisent la protection de l'environnement. Alors là, c'est ensuite à chaque institution d'avoir ses propres responsabilités sur la gestion, le tri des déchets dans un média, travailler avec du papier recyclé, utiliser des matériels peu consommateurs d'énergie, etc., etc. C'est clair que dans les médias africains, par exemple, que la Fondation Hirondelle soutient ou a créé dans différents pays, ça peut sembler des considérations secondaires, hein, mais ça vient ensuite de la responsabilité de chacun de ne pas gaspiller, d'être consciencieux de l'équipement. Et c'est vrai que je crois que les médias aussi sont très liés à la consommation d'énergie pour la production et pour la diffusion. Et là, on est dépendant en tant que médias de toutes les innovations technologiques qui pourront faciliter d'avoir des émetteurs, d'avoir des consoles qui vont fonctionner avec moins d'électricité, par exemple. Vous parlez justement de la Fondation Hirondelle, ce qu'elle fait. Est-ce que la Fondation Hirondelle a des journalistes spécialisés dans le domaine de l'environnement? Alors, je dirais spécialisé dans le domaine de l'environnement, non, parce que nous, on est vraiment sur des rédactions généralistes, mais l'environnement, c'est un sujet quotidien. Et notre objectif, c'est de couvrir la réalité quotidienne des populations. Ça va des questions économiques, des questions de santé, des questions de droit et des questions d'environnement, la pollution, l'accès à l'eau, la qualité de l'eau, la gestion des ressources naturelles, les mines, etc., etc. Donc, on essaye à ce que les journalistes sachent poser les bonnes questions. C'est le métier quand même qui impose ça. Et les bons interlocuteurs dans l'environnement comme dans d'autres secteurs. Juste mentionner que l'environnement, encore une fois, c'est un sujet du quotidien et c'est quand même des dossiers et des thématiques que l'on traite tous les jours. Monsieur Luc Mayou, vous avez un peu parlé du rôle des médias dans le domaine de l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, les médias jouent réellement ce rôle dans le traitement de ce qui relève du climat, de l'environnement? Les médias ne sont pas là pour se substituer à l'État. Ils ne sont pas là non plus pour se substituer à la population, à l'éducation qu'on peut recevoir dans sa famille en matière de gestion de l'environnement. Cela dit, les médias participent de cette action de protection de l'environnement. Donc, il faut que tout le monde joue le jeu. Et les médias, et la famille, et l'État, parce que c'est une longue chaîne. Et dans cette chaîne, les médias, de mon point de vue, prennent déjà suffisamment leurs responsabilités. Cela dit, ça ne fait jamais de mal d'apporter davantage de compétences à des journalistes, que ce soit dans la maîtrise du vocabulaire, dans la maîtrise du sujet en lui-même, pour qu'il arrive à le rendre intelligible aux autres, parce que ça l'est pour lui aussi. Si un journaliste travaille sur une thématique sur laquelle il n'arrive pas à comprendre à la fois le vocabulaire, les enjeux et la nécessité pour les personnes autour de lui de ce que ça peut représenter, il ne voit pas le gain que ça peut lui apporter. Et il n'y a pas de gain non plus pour ceux qui l'écoutent à l'autre bout de la chaîne. Donc je crois que c'est un travail d'équipe, c'est un travail de chaîne dans lequel tout le monde doit être suffisamment fort pour qu'il n'y ait pas de maillon faible justement et que tout le monde gagne.
Alors, on tient ce débat en marge de la COP 21 qui se tient ici à Paris. Est-ce qu'au niveau de cette COP, des dispositions sont prises pour aider les journalistes afin qu'ils obtiennent l'information et qu'ils la transmettent aux populations pour qu'ils puissent être informés de ce qui se passe? Moi, je crois à la vertu de l'action là où l'on se trouve. L'action globale qui se passe au niveau local. Je crois que c'est dans les villes, c'est dans les pays que ça doit se passer. Si vous avez par exemple dans une ville ou dans un pays de multiples imprimeries pour éditer des journaux, je pense que ça vous reviendra nettement plus cher en termes de consommation et même de préservation de l'environnement que si vous arriviez à centraliser tout cela au niveau d'une grande imprimerie qui a de bonnes capacités de production et un sens de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Je crois que tout cela doit être pris en compte, tout cela doit être fait, mais fait de façon concertée pour que les actions isolées ne soient pas vouées à l'échec. Si on se met dans une démarche nationale qui est celle de dire tous les journaux, par exemple, qui veulent s'équiper en matière de papier, se mettent ensemble pour créer une centrale d'achat qui fait baisser les coûts, ce qui est déjà bon pour l'économie, qui permet d'avoir des normes respectées par tout le monde parce qu'on achète au même endroit et avec les mêmes exigences. Si on arrive à faire ce genre d'attitude, de créer ce genre de comportement vertueux, je pense que c'est beaucoup plus efficace que d'attendre qu'à l'international, une bonne décision soit prise, qu'une bonne volonté veuille bien appliquer cette décision et qu'en bout de course, on n'ait rien, ni la bonne volonté, ni la bonne exécution. Donc je crois qu'aujourd'hui, la volonté doit partir du bas pour rayonner sur l'ensemble. Alors, Madame Vuillemin, on voit que c'est la COP 21, c'est-à-dire la 21e édition. Mais jusque-là, quand on pose la question aux gens, ils ne savent pas ce qu'est réellement la COP 21. C'est la faute à qui? Est-ce que c'est l'information qui n'est pas diffusée ou qu'est-ce que vous pensez de cela? Je pense que, et pas seulement en Afrique, ces conférences internationales qui rassemblent plusieurs États, c'est toujours très loin des réalités des populations. Et il ne faut pas oublier que là, on parle beaucoup de la COP 21 et notamment de la présence de l'Afrique, parce que lors des dernières conférences, notamment celle de Copenhague, ce qui avait marqué et qui a un peu servi d'électrochoc, c'est que sur la photo finale, il n'y avait pas de chef d'État africain, parce qu'ils avaient été complètement marginalisés des discussions, la voix africaine n'était pas coordonnée, n'avait pas été entendue. Et là, l'occasion de cette COP 21 à Paris et de ce que fait aussi le Lab en marge de cette COP, c'est d'aider à ce que des solutions et des voix africaines soient entendues, puisqu'il y a 53 pays, 53 réalités, des multitudes de solutions, d'innovations, de propositions qui peuvent être faites, notamment avec des réalités qui sont très simples et revenir au bon sens de l'utilisation des terres, d'une gestion durable d'une forêt ou d'un maraîcher. Les paysans africains, ils le font quasiment tous les jours parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont dû s'adapter. Et là, comme mon collègue le disait, il y a des solutions locales qui peuvent remonter. Et je pense qu'il ne faut pas attendre que la COP 21 apporte toutes les solutions. Les engagements politiques doivent être pris pour donner la direction, mais après, c'est à chaque individu, à chaque citoyen d'agir de façon responsable. Et c'est là où les médias ont un rôle de montrer des exemples, de montrer des solutions, de permettre à des échanges et des plateformes à travers du dialogue que des problèmes et des solutions se rencontrent et de ne pas tout attendre des États. Alors, monsieur, lui, pourquoi on voit que les médias s'intéressent plus aux guerres, aux conflits, pourquoi moins à l'environnement? Est-ce que c'est parce que l'enjeu est moins important? Peut-être parce que c'est une solution qui permet d'être rapidement populaire, d'atteindre rapidement les gens, les émotions des gens. On travaille quand même beaucoup sur l'émotion également. Quand vous regardez un journal et que vous avez un événement qui vous concerne directement, on vous dit qu'on a fusillé des gens à Paris, ça crée de l'émotion, ça crée une onde de choc. Je crois qu'au-delà de cette émotion, il faut quand même apporter du sens à l'information également.
Nous ne sommes pas que des êtres d'émotion, on a également du bon sens et par moment, il faut faire appel à ce bon sens. Je me rappelle les questions, par exemple, sur la lutte contre le sida. Pendant très longtemps, les gens ont cru que les campagnes étaient faites juste pour vendre des préservatifs. Et c'était difficile de conscientiser les journalistes sur le fait qu'ils devaient parler de cette question de santé parce que un enseignant qui est malade, c'est toute une classe qui ne peut pas accéder au savoir. C'est toute une génération qui est privée de diplôme, qui a un retard dans la formation qu'elle devait recevoir. Donc, il faut arriver à faire en sorte que les gens conscientisent qu'il ne s'agit pas d'enjeux globaux, il s'agit de phénomènes qui ont une prise sur leur vie au quotidien, immédiate. Et à partir du moment où on le fera, les choses seront moins abstraites et les solutions iront presque de soi. Ça relèvera, comme le disait ma collègue, du bon sens humain. Est-ce que cela veut dire également que ce n'est pas la bonne manière d'informer qui est adoptée? Je pense qu'il ne faut pas forcément culpabiliser les gens. Il faut juste leur faire comprendre le sens des choses. À partir du moment où ils comprennent, c'est de la pédagogie. Je ne veux pas dire que le journaliste fait de la concurrence à un enseignant, mais il a un travail de pédagogue également, à dire, à répéter et à démontrer que ce qu'il dit a un sens et a une influence surtout sur le quotidien des gens. Et je pense que ce rôle-là, les médias peuvent le tenir, les journalistes peuvent le tenir et ils n'ont pas besoin pour cela de faire une compétition avec qui que ce soit ou d'attendre qu'un ordre vienne de la COP 21 ou du sommet de l'État. C'est le travail du quotidien et c'est la vie de tous les jours. Oui, Madame Vuillemin, est-ce qu'avec les nouvelles technologies, on voit Internet, on voit les réseaux sociaux, on voit les téléphones, est-ce que les médias doivent s'adapter à ces réseaux sociaux pour mieux informer les populations? Oui, je crois qu'il faut s'adapter, il faut utiliser tous les outils à disposition, mais il faut les utiliser intelligemment, il faut les utiliser si on veut faire de l'information avec les mêmes règles professionnelles et déontologiques que celles utilisées pour de la radio ou pour de la télévision. Donc, les réseaux sociaux ou le téléphone, c'est des supports, c'est des canaux de diffusion supplémentaires. Ce qui est important, c'est quel est le contenu qui circule à travers ces canaux. Si c'est une information vérifiée, utile, qui va permettre d'avancer par rapport à une problématique, tant mieux, tous les canaux sont bons à prendre. Si c'est de la propagande, de la désinformation, voire de la calomnie ou de la diffamation, ça ne sert pas le travail premier du média et du journalisme. Donc je pense qu'il ne faut pas mettre les choses en opposition, il faut voir les complémentarités, mais toujours partir de c'est quoi le contenu, quelle est la valeur ajoutée de l'information et si cette information elle est de qualité, elle est vérifiée, elle est sourcée, sa diffusion par le plus grand nombre de canaux, le mieux. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences, par exemple les services de sécurité qui peuvent obtenir des informations à travers les informations qui sont publiées par exemple par des téléphones sur les réseaux sociaux? Oui, il faut être conscient que à travers les téléphones et notamment les abonnements de téléphonie mobile, si moi, en tant que citoyen, mon seul accès à une information ou mon choix d'accéder à une information, c'est mon téléphone, ça veut dire que je suis sûrement abonnée auprès d'un opérateur de téléphone à qui j'ai donné mon nom, à qui j'ai donné toutes mes coordonnées. Ces listes-là, elles sont partagées avec les services de renseignement, c'est la réalité. Donc ça peut avoir des conséquences en termes de fichiers. Et puis, le jour où l'opérateur de téléphonie doit couper son service, moi je suis coupée de l'information. Ce qui est différent d'ondes, que ce soit des ondes FM ou des ondes courtes, qui certes peuvent être coupées si l'émetteur est détruit, mais là on est quand même à un degré plus avancé de censure ou d'action. Monsieur Koumayou, est-ce qu'aujourd'hui il y a un fonds qui est mis en place pour aider les journalistes dans le traitement de l'information concernant le domaine de l'environnement, du climat? Pour l'instant, je me souviens que le principe de pollueur-payeur avait été évoqué et que les Nations Unies devaient normalement créer ce fonds et surtout l'abriter. Pour l'instant, il n'est pas abondé. Et donc, la question d'aider les journalistes à traiter, je crois qu'il ne faut pas aborder la question sous ce sens parce que ça crée une relation de quasi-dépendance. Il faut que l'initiative parte des journalistes. Il faut faire confiance au bon sens des gens. Il faut faire confiance au talent des journalistes pour arriver à rendre l'information intéressante. L'information se vend. C'est un produit qui a une valeur.
Et cette valeur, elle vient parce qu'en amont, on a produit un travail de qualité. Et donc aujourd'hui, moi je crois que si on arrivait au niveau des journalistes, au niveau des médias, à rendre l'information intéressante parce qu'on la traite sérieusement, on arriverait à atteindre le public et il paierait pour cela, pour ce service qui lui est rendu. Mais si on attend un fonds pour le faire, bien sûr qu'on pourrait l'avoir, on pourrait l'avoir même à des proportions suffisamment confortables pour faire autre chose, mais ça créerait une dépendance qui n'est pas saine entre le journaliste et celui qui l'aide à traiter son information. En parlant d'indépendance des médias, des journalistes, est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles les journalistes sont confrontés en Afrique pour réellement être indépendants? J'espère qu'elles vont être levées parce que au début, il y a quelques années encore, la principale difficulté qu'avaient les journalistes africains, c'était la liberté d'exercer. La presse, les délits de presse existaient encore dans la plupart des pays. Aujourd'hui, on a tendance plutôt à dépénaliser les délits de presse et c'est une tendance qu'il faut encourager. La deuxième chose, c'est que souvent les gérants d'entreprises de presse ont l'impression que parce qu'ils sont bons journalistes, ils sont forcément bons gestionnaires. Ça ne va pas de soi. Et donc, à partir de là, je crois qu'il faut mettre à la tête des entreprises de presse des personnes qui ont qualité à le faire et qui ont surtout la capacité de rendre l'entreprise productive et pérenne. Dès lors qu'on met tout cela ensemble, je pense qu'on peut avoir une entreprise de presse saine avec des journalistes épanouis. Et dès lors qu'on sort de cette forme de fragilité, de clochardisation dont sont victimes la plupart des journalistes africains, on rentre dans une ère où les difficultés du quotidien ne sont plus liées au fait qu'on est lié à des contingences matérielles, mais liées à la difficulté de l'exercice de n'importe quel métier. Et je pense qu'on doit encourager nos entreprises de presse au niveau de l'État et au niveau des gérants à aller dans cette voie parce que ça facilite le travail de tout le monde. Madame Vuelmen, où en sommes-nous aujourd'hui concernant l'indépendance des médias en Afrique? Est-ce qu'il y en a des médias qui sont indépendants en Afrique? Il y a plusieurs indépendances. Il y a l'indépendance économique, il y a l'indépendance éditoriale, et il y a aussi une indépendance par rapport à une pression sécuritaire. Donc l'indépendance économique, je pense que c'est la plus difficile aujourd'hui. C'est de séparer l'action d'un propriétaire et l'action rédactionnelle. Le patron n'est pas le rédacteur en chef. Et même dans les médias occidentaux, on voit que parfois le patron peut influencer ou veut influencer la ligne rédactionnelle. Donc là, il faut avoir des chartes, il faut avoir un mode de gouvernance et de fonctionnement très clair au niveau du média. L'indépendance rédactionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la conférence de rédaction est souveraine. Il y a forcément des choix. Il y a des choix de hiérarchie des sujets, il y a des choix de reportage, il y a des choix d'angle, mais ces choix-là sont selon une ligne éditoriale publique, affichée, selon une charte du média qui est publique. Et comme on essaye de le faire à la Fondation Hirondelle, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et cette indépendance-là éditoriale, elle doit être respectée. Et puis ensuite, l'indépendance par rapport aux pressions sécuritaires, mais ça, c'est les menaces physiques contre les journalistes. On se rend compte qu'en plus de certains régimes autoritaires, maintenant avec la menace du terrorisme, c'est aussi une profession qui est visée parce que symbolique et forte d'un droit à l'information, d'un droit au dialogue. Et là, il faut faire de la prévention, prendre des mesures pour rester professionnel, crédible, mais aussi être conscient que, comme pour d'autres professions, ce risque zéro n'existera plus. Merci. Alors on va donner le mot de la fin à M. Louis Mayou. J'espère qu'à la fin de la COP21, on aura suffisamment pris conscience des enjeux qu'il y a pour nous de maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés, voire moins,
mais qu'on prendra surtout conscience que l'environnement dans lequel les journalistes exercent n'est pas le même sur toute la Terre et que par moment, il y a besoin de faire davantage d'efforts sous certaines contrées pour exercer son métier, ce qui aujourd'hui n'est pas normal. Donc j'espère que exercer le métier de journaliste ne sera pas un chemin de croix pour certains, notamment sur le continent africain. Ce débat, je vous rappelle qu'on parlait du rôle des médias dans la lutte contre le changement climatique. Et comme invité, nous avions M. Loïc Mayou, qui est journaliste et également président du club de l'information africaine, et Mme Caroline Puilmen, qui est la directrice des opérations de la Fondation Hirondelle. Et Mohamedou Touré vous a présenté ce débat. Merci de l'avoir suivi. Et comme invité, nous avions M. Loïc Mayou, qui est journaliste et également président du club de l'information africaine, et Mme Caroline Puilmen, qui est la directrice des opérations de la Fondation Hirondelle. Et Mohamedou Touré vous a présenté ce débat. Merci de l'avoir suivi. Merci. Alors, je vais juste faire une photo aussi.